Raymond Queneau disait le véritable poète n'est jamais inspiré, il l'est toujours. Phrase géniale. Oui. Maintenant, il faut le démontrer. Alors, quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais essayer de démontrer. Si je tiens 33 ans, peut-être que quand même, j'apporte une petite pierre pour démontrer cette assertion un peu provocatrice. Bienvenue dans l'Expérience quotidienne, un podcast consacré à ce qui nous traverse jour après jour. Cette dimension du réel que Maurice Blanchot désignait comme ce qu'il y a de plus difficile à découvrir. Je suis Patrick Muller, vidéaste et photographe. Depuis plusieurs années, j'explore ces rythmes ordinaires, ces gestes récurrents, ces détails qui souvent échappent au regard. Depuis le 1er décembre 2017, je mène Des jours, un journal filmé, une vidéo poétique réalisée et partagée chaque jour sur les réseaux sociaux. Avec ce podcast, j'ai eu envie d'ouvrir le dialogue, d'aller à la rencontre de celles et ceux dont la pratique, artistique, intellectuelle ou intime, révèle une manière singulière d'habiter le temps, d'observer, de traverser le monde. Chaque épisode est un entretien long, un espace de conversation et d'écoute. Dans ce premier épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Jacques Jouet, auteur d'un poème quotidien depuis 33 ans. Je suis dans le quartier de la Gare du Nord, en route pour rencontrer Jacques Jouet pour la première fois. Poète, romancier, dramaturge, membre de l'Oulipo depuis 1983, il a fait de la contrainte un moteur constant de son écriture. Au téléphone, il m'a confié son vif intérêt pour les démarches artistiques fondées sur le quotidien. Sans le connaître encore, son projet m'a accompagné dès les débuts de mon journal filmé. La découverte de sa pratique m'avait donné l'élan pour démarrer. Après un peu plus de 7 ans de journal filmé, de nombreuses réflexions et questionnements sont apparus. C'est pourquoi je voulais rencontrer Jacques. Pour comprendre comment il vit avec ce geste répété de création, comment il expérimente à l'intérieur de cette contrainte. Comment est-ce que son projet évolue dans le temps, comment il l'éprouve dans son corps, dans sa pensée, dans ses journées, et aussi qu'est-ce que ça transforme dans son rapport à l'écriture, à lui-même et au monde. Je m'y rends donc avec curiosité, beaucoup de questions, et une certaine appréhension. Je vais juste faire un petit test de voir... Oui, voilà, vous allez recevoir un poème dans les jours qui viennent, par la poste, on a bien compris. Oui, ça marche encore. Ça marche grâce à mon projet, sinon la poste serait déjà complètement annihilée, comme dans certains pays d'ailleurs. Moi, je suis poète, disons. Poète. Parce que vous êtes romancier aussi. Oui, bien sûr. Oui. Puis auteur dramatique, et voilà, je fais beaucoup de choses autour des choses écrites, oui, bien sûr. Et orales d'ailleurs, puisque la lecture publique est une chose importante pour moi aussi. Et puis le collage, je fais des collages. Voilà. La lecture publique, c'est vous lisez ou oui, j'aime bien. Vous faites lire, ouais. Enfin, il peut y avoir aussi... je travaille aussi avec des comédiens, beaucoup, puisque j'ai fait beaucoup de théâtre, mais j'aime bien lire aussi, oui. La dimension orale de la poésie est aussi importante que la dimension écrite, pour moi. Le principe du poème du jour, est-ce que vous pouvez... Oui, là, c'est... Il faut faire un peu d'histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé Là, on est début avril, il y a 33 ans. Je me suis dit, est-ce que je serais capable de composer un poème chaque jour, de l'achever tous les jours et de ne pas le retoucher à partir de 23h59, vous voyez. Ah oui, donc il y a cette contrainte. Oui, ça pour moi c'était clair dès le début. Bon, j'ai commencé le 1er avril 1992, donc il y a 33 ans. Je savais pas trop combien de temps j'allais durer, et puis finalement j'ai duré jusqu'aujourd'hui. Ça serait bête d'arrêter. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un moment, quand le processus est lancé, finalement... Alors je viens de commencer ce que j'appelle l'envers poème du rétro-jour, en me disant que j'aurais dû commencer plus tôt, que je pouvais pas... J'avais pas de solution, et enfin j'ai trouvé une solution finalement. Donc j'ai commencé le 1er janvier de cette année, 2025, le poème que j'aurais dû composer le 31 mars 1992. Et je remonte comme ça. Ah bon.
en essayant de trouver dans quel lieu je me trouvais, dans quel état d'esprit je me trouvais, quelle était l'actualité. Ça veut dire que du coup, vous allez chercher la presse de l'époque. Ouais. J'ai un ami à Libé qui m'envoie les unes de Libé de l'époque. J'ai des amis ou des amours qui ne sont pas morts ou mortes ou alzhémériennes ou alzhémériens. Et donc je leur dis, t'aurais pas à l'époque on s'écrivait quand même pas mal. T'aurais pas des traces écrites d'où je pouvais être quand je t'écrivais, tout ça. Et j'ai eu quelques réponses intéressantes. Donc j'essaye, c'est totalement invraisemblable et impossible, mais peu importe, il faut essayer, quoi. Ouais. Donc ça fait 3 mois que je fais en plus du poème du jour vers le... Ah, c'est en plus. Ah bah oui, vers l'avenir, un poème du jour vers le passé. Vous êtes rajouté encore. Ouais, je me suis rajouté. Ça fait intervenir effectivement... Enfin, l'extérieur entre guillemets, même si vous aviez déjà ça, mais du coup, il y a un côté un peu archéologique. C'est-à-dire, quand j'ai commencé donc en 92 le poème du jour, c'était des poèmes pour moi, c'est-à-dire que je les partageais pas, sauf quelques-uns que j'appelais des poèmes adressés que j'envoyais, mais qui étaient quand même assez rares dans la totalité, hein, que j'envoyais soit en général par la poste, à des amis, mais plutôt à des amis. Et puis, il s'est trouvé un truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai publié les 4 premières années finalement relativement vite chez POL. Navel, un Joyeux de vieux, 900 pages de poésie qui pour moi était totalement impubliable. Enfin, c'était... Mais bon, ça a été l'accident heureux de la rencontre avec POL, Paulo Tchaikovsky-Laurence, qui est tout de suite entré dans le projet. Enfin, ça l'a fasciné. Et donc, c'est comme ça qu'il a publié. J'ai publié chez POL, en fait, les 12 premières années du poème du jour. C'est énorme, ça fait déjà une quantité. Oui. J'ai commencé avec une nature morte, Navet d'un jeu de vieux. Ensuite, j'ai fait des poèmes de paysages, des poèmes de portraits. Alors, quand j'ai fait des poèmes de portraits quotidiens, je portraiturais une personne réelle. Et je lui donnais le poème de la main à la main. Oui. C'était de mémoire ou de... Non, il y avait un temps de pause avec la personne. D'accord. J'essayais de composer le poème le plus vite possible pour pouvoir l'imprimer et lui donner, ou bien je lui envoyais si y avait un délai, voilà. Mais en tout cas, le poème était fait le jour même, bien sûr. Et ça, j'ai fait toute une série comme ça de poèmes du jour. J'ai fait une série de poèmes d'actualité avec la lecture du journal. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait vraiment pendant 1 an des poèmes adressés où j'envoyais par la poste. Mais j'envoyais à des amis. Ouais. Des connaissances, des gens que je rencontrais. Et puis après, j'ai systématisé c'était en 2013, où à ce moment-là, j'ai créé le PPP, le projet poétique planétaire. Donc l'idée, c'est que chaque être humain de cette planète doit recevoir son poème dans le cadre du PPP. Donc j'ai commencé avec le bottin du téléphone du département de l'Ain, 01, et j'ai pris première commune, deuxième commune, tous les abonnés au téléphone. Alors le PPP, ça existe maintenant depuis donc 12 ans, ce qui est pas mal, ça fait pas mal de poèmes. Et puis surtout, il y a un certain nombre de poètes qui m'ont rejoint pour m'aider. Le premier qui m'a aidé, Jean-Paul Honoré, brusquement, au lieu d'avoir 8 milliards de poèmes à écrire, j'en avais plus que 4 milliards, ce qui était un soulagement pour moi terrible, et pour lui une charge aussi terrible d'ailleurs. Et puis après, d'autres sont venus, et puis on fait régulièrement des petites campagnes où des gens qui veulent pas s'engager à le faire tous les jours le font pendant 1 mois. Donc comme ça, on a une 40aine de campagnes qui ont été faites sur des petits territoires ou à l'étranger, au Danemark, au Canada, au Japon, au Niger. On a fait des campagnes de poèmes comme ça. Donc voilà, on n'est pas très loin dans l'objectif total, mais enfin, on avance quand même un petit peu. Et tout ça passe par la poste, hein, c'est très important.
Donc en plus, il faut dépenser le papier, les timbres, les enveloppes. Oui, c'est ça, c'est quand même une entreprise... entreprise totalement déraisonnable économiquement, mais c'est aussi une chose rigolote. Oui. Est-ce que peut-être je peux vous demander de lire peut-être quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce qui serait le mieux? Il y avait la préface que vous avez, enfin le petit texte préambule du jour où vous expliquez le dispositif, ou est-ce que vous... Je peux lire ça si vous voulez. Ouais. À la lectrice donc. J'ai commencé le poème du jour le 1er avril 1992, un poème tous les jours jusqu'à la fin des miens, dans le cadre de ce projet-là. Le jour passé, ce poème ne sera pas corrigé. Il y a eu des périodes où 2 poèmes du jour coexistaient. Il peut bien arriver que je travaille sur d'autres poèmes en parallèle avec des façons très différentes. Les 4 premières années ont été publiées par Paul Tchaikovsky-Laurence en 1999, 3 volumes. C'était mon premier titre chez POL, Navet, linge, œil de vieux. D'année en année, les procédures ont varié, des séries se sont accumulées, contraintes pragmatiques ou formes fixes, investigations formelles, poèmes de rencontre. Une nouvelle série peut accueillir occasionnellement tout retour d'une procédure antérieure. La bibliothèque de l'Arsenal, BNF à Paris, tient à la disposition des lecteurs un tirage complet de tous ces poèmes. Cela fait beaucoup de poèmes, peut-être trop. Par là, je veux apporter une pierre à la motivation d'une proposition de Raymond Queneau. Le véritable poète n'est jamais inspiré, il l'est toujours. Une autre raison me guide, qui est encore plus déraisonnable. Le rêve du poète de l'ère mondiale est que ces quelques poèmes soient traduits et lus en toutes les langues par des milliards d'êtres humains. Le mien est que chaque être humain ait son poème à lui, dont il serait le sujet ou qui lui serait personnellement adressé. Vous l'avez dédié à la lectrice? Les lecteurs font la gueule quand je dis à la lectrice. Parce que statistiquement, il y a beaucoup plus de filles qui lisent que de garçons. Simplement, tout simplement. Donc quand on dit au lecteur, les lectrices se sont toujours senties visées, et maintenant on dit à la lectrice, le lecteur ne se sent pas visé. C'est grotesque. Il y a une raréfaction en plus maintenant de la correspondance. Oui, je vous disais tout à l'heure pour rigoler que la Poste tient uniquement grâce au PPP, la Poste mondiale, j'entends bien. Ouais. Mais parfois c'est compliqué. Quand je suis en voyage, je tiens à faire l'envoi du pays où je suis. Donc il faut trouver à imprimer, ça c'est pas trop difficile. Trouver des timbres, ça peut l'être un peu plus. Mais voilà, j'essaie de le faire rigoureusement, c'est assez drôle. Donc les gens reçoivent une lettre qui vient d'Afrique ou qui vient du Japon, je sais pas. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, vous voyagez pas mal. Un peu moins maintenant, mais j'ai voyagé pas mal, oui. Ouais. Le poème du jour, il y a la date, et puis... Voilà, il y a la date et le lieu, toujours. Le lieu, ouais. Et ça, effectivement, j'imagine, c'est une importance... Oui, ça fait aussi une trace de vie. Je constate ça aussi dans ma pratique, c'est que finalement, ça devient un journal aussi. Exactement. Ça, c'était pas... Pour moi, au départ, c'était pas conscient. Mais la première fois où j'ai dû relire, parce qu'en fait je relis pas beaucoup, ça, c'est pas très drôle de relire. Mais j'ai été obligé de relire au moment où ça a été publié chez POL, tout bêtement. Non pas pour corriger, puisque j'ai pas le droit de corriger, mais il peut y avoir des coquilles, il faut quand même regarder. Et à ce moment-là, ce qui m'est revenu en pleine face, c'était voilà, quelque chose de beaucoup plus intime que ce que je croyais avoir pondu. Donc c'était à la fois... je dirais pas une déception, peu importe, mais c'était une surprise en tout cas. L'aspect journal, il transpire en fait dans le poème, même si c'est pas forcément votre poème est pas forcément. Il y a une telle quantité de fait, une telle quantité de poèmes que c'est assez désinhibant finalement. Un peu. Ouais. Il y en a tellement que voilà. Alors ça c'est pas toujours très bien reçu dans le milieu de la poésie. Mais on s'est pas mal moqué de moi parfois, mais ça c'est pas grave, au contraire. De par l'accumulation. Oui, ça peut pas être bien tous les jours. Dans l'idéologie de la perfection du style ou je sais pas quoi, qui m'a toujours beaucoup agacé personnellement. Évidemment, c'est pas très recevable. Mais ça m'intéresse. Justement, ça m'intéresse beaucoup. La contrainte, parce que finalement, vous fonctionnez beaucoup par contrainte, finalement.
C'est aller chercher ça aussi, en fait. C'est une contrainte en soi, bien sûr, mais après, il peut y avoir dans l'écriture des choses, des séries autour d'une contrainte particulière ou d'une forme particulière. Ça, j'ai beaucoup pratiqué ça. Et puis, il y a un moment donné où je sens que ça perd de son énergie. Bon, à ce moment-là, il faut changer. Oui, c'est ça, c'est ce que je voyais justement dans Du jour, où pendant un mois, vous vous êtes arrêté, et justement, vous parliez de la lassitude. Oui, c'est une manière de réactiver la contrainte. Il faut la réactiver, absolument. Un arrêt d'un mois, ça, je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai pas refait beaucoup après. Mais il ne faut pas non plus être idiot. C'est-à-dire que s'il y a une journée où il y a une totale impossibilité, il y a une totale impossibilité. C'est pas grave. À ce moment-là, il y a un petit trou. Je sais pas. Un jour de trop grande activité, de trop grande fièvre ou de trop grande émotion, il peut y avoir un trou, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai eu un petit problème. Peut-être dans les 3 premières années, j'avais... de l'accumulation de tournage, montage, mise en ligne, ça m'est arrivé d'aller dormir sans avoir pu finir, et du coup je finissais la vidéo le lendemain matin. Là c'était compliqué d'en faire un deuxième la même journée, donc il y a eu comme ça des décalages par moment. Et puis effectivement il y a eu un moment où avec le Covid pendant 10 jours ça m'a supprimé totalement toute envie de tout faire, donc il y a eu cette étape-là, ces passages-là. Et vous, comment les gens peuvent vous répondre, vous réagir? Les gens peuvent faire des commentaires. Et c'est intéressant parce que c'est un regard sur son propre travail qu'on n'a pas, donc c'est toujours très intéressant. Et je voulais vous demander, est-ce que ça, pour vous, ce serait envisageable, par exemple, que la contrainte, ce soit de poster votre poème du jour sur un réseau social, par exemple? Et du coup, d'être dans cette instantanéité ou... Alors... Bon, 2 choses. Je reviens un petit peu en arrière, oui. J'oublie pas cette question. Moi, je décris en bas de page. En général, le poème est sur une seule page, et je décris en bas de page le projet, en 3 lignes. Hein. Et je donne mon adresse, qui est mon adresse postale. Alors, pourquoi je tiens à l'imprimer sous enveloppe timbrée par voie postale? Évidemment, je me suis posé la question. De passer aux réseaux sociaux. Je tiens bon parce que personne ne le fait, tout simplement. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, a priori. Un ami qui travaille un peu théoriquement sur tout ça me disait, mais ton PPP, c'est un réseau social. Oui, c'est vrai. Alors, il n'est pas techniquement moderne, mais c'en est un. Et effectivement, je peux avoir des réponses, j'en ai eu. Plus les gens qui m'adressent sont pour moi des inconnus complets, moins le taux de réponse est élevé, bien sûr. Et plus c'est des gens que je connais ou des amis d'amis, à ce moment-là, le taux de réponse s'élève beaucoup. Vous voyez. Mais enfin, j'ai eu quelques magnifiques surprises de gens que je connaissais absolument pas, qui venaient du bottin du téléphone et qui étaient surtout très sensibles au projet. On avait fait aussi une exposition sur le PPP à l'université de Marne-la-Vallée, Gustave Eiffel. Une grande expo avec tout ça où on montrait les réponses, on avait fait une série de poèmes à ce moment-là pour les étudiants eux-mêmes. C'est un truc qui me vient de temps en temps aussi par rapport à mon projet, ce serait effectivement d'imaginer quelque chose autour des commentaires en fait. Ben oui. Pour ce que ça dit du regard des gens. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés personnellement après ça ou pas? Il y a une histoire qui est assez drôle, c'est que je mettais sur les réseaux sociaux avec très peu de visibilité, donc j'avais beaucoup de vidéos qui n'avaient 0 vue. Et un jour, il y a un youtubeur, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui a 7 millions d'abonnés, qui a parlé du journal. Et d'un coup, j'ai eu 100 000 personnes qui sont venues, j'ai eu des milliers de commentaires. Et donc du coup, là, j'ai eu beaucoup de retours. Et comment on a le temps de lire des milliers de commentaires? Je sais pas, je pense que j'ai pas tout lu, mais c'est parfois 2 mots, parce que les réseaux sociaux parfois c'est pas une lettre. Ça passe finalement beaucoup par les commentaires, ou je fais un peu de médiation culturelle aussi autour du projet. Mais effectivement, en fait, ce dispositif de la contrainte quotidienne, ça fait beaucoup réagir, je trouve.
C'est quelque chose à quoi beaucoup de gens ont réfléchi. Hein, Stendhal dit dans son journal 10 lignes par jour, génie ou pas. Il se l'impose. Hein. Ezra Pound fait pendant 1 an un sonnet par jour, mais il détruit tout. Étrange. Voilà, j'ai essayé comme ça de faire un petit peu une liste de ça commentée. Voilà. Oui, je reviens là-dessus. Je mets mon adresse postale en bas du poème. Je mets pas mon adresse mail. Oui. Oui, donc si on veut répondre, il faut aller poster une lettre. Ouais. Et à ce moment-là, c'est assez drôle parce que parfois, je reçois une lettre dans une vieille enveloppe dont la partie collante est jaunie. C'est une enveloppe qui doit dater de 40 ans. Oui. Et les gens savent plus trop comment faire, donc ils mettent un vieux bout de scotch pour fermer l'enveloppe. Et parfois, il n'y a pas de timbre. Mettre l'enveloppe à la poste sans timbre. Ah oui, donc il faut que pas pas par particulier souci d'économie, mais par mes connaissances. Par mes connaissances. Ça m'amuse beaucoup, c'est drôle. Ah ouais, Là, il faut aller à la poste, je donne ma taxe. Non, voilà, je tiens à ce côté un peu passéiste, mais je suis aussi assez passionné par l'UPU. Vous savez ce que c'est, l'UPU? Non. L'Union postale universelle. C'est un truc absolument extraordinaire, créé au XIXe siècle. Tout d'un coup, tous les pays, mais sans exception, créent l'UPU, Union postale universelle, avec voilà, le courrier doit arriver, il est secret, etc. Il y a tout un ensemble de charte, une charte, voilà. Et ça fonctionne, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Ouais, ça dépasse les frontières. Et surtout vraiment universel, c'est-à-dire tous les pays font partie de l'UPU. Moi j'aime bien aussi l'aspect aussi matérialité quoi, de l'objet finalement. Ouais. C'est ce qui manque avec le réseau social. Oui, voilà, il y a un côté comme ça, un peu militant du réel. Bon, le réseau social est réel aussi, bien sûr. Ça, c'est l'ensemble. Après, il faut que ce soit des bons poèmes aussi. Attention, il faut que quand le poème est fini, je le signe. J'y crois. Ouais. Je peux très bien à côté avoir des projets de poésie où je corrige beaucoup sur 6 mois, mais j'aime bien qu'il y ait les deux situations différentes. Le poème du jour, pour vous, il est conçu dans le jour. Ouais. Oui, bien sûr. Bon, peut-être, ça peut être une idée que vous avez traversée, qui vous revient, mais vraiment, l'écriture est quand même... Oui, il y a quelque chose, il faut toujours qu'il y ait quelque chose du jour. Oui. Bon, ce matin, j'ai fait un paysage, par exemple. Je l'ai fait très vite, très tôt, parce qu'il y avait un ciel intéressant. Ici, au 6e, on a des très beaux ciels. Donc là, j'avais un ciel à faire, c'est celui du jour. Il y a pas de... Ouais. Le poème du jour, il se présente à n'importe quel moment de la journée où Oui, de plus en plus, j'essaie de commencer par lui, en fait. De plus en plus. Ça a évolué depuis 33 ans Oui, parce que comme c'est un souci... quand je dis un souci, c'est pas une charge particulière. Hein. Au contraire, c'est plutôt à dire bonjour au jour, quoi. Donc finalement, le fait de commencer, c'est pas mal, de commencer la journée par ça. Et dire bonjour au jour en s'adressant à quelqu'un en plus. C'est-à-dire en faisant un cadeau finalement, parce que un cadeau que personne n'a demandé et qui peut-être ne fera pas plaisir, mais ouais. C'est aussi une situation un peu étrange. J'ai des amis qui trouvent le projet intéressant, mais qui m'ont toujours dit, mais je pourrais jamais faire... Qui m'ont même refusé de participer à quand je les sollicitais pour une petite campagne comme ça d'1 mois, ils disaient, mais moi, je veux pas envoyer quelque chose à quelqu'un qui m'a rien demandé. Effectivement, c'est aussi forcer un peu la boîte à lettres. Hein. D'ailleurs, une fois, j'ai reçu un retour du courrier où le nom de la personne qui m'adressait était rayé en noir, et l'adresse également.
donc par la personne qui avait reçu, qui a renvoyé. Elle avait même pas ouvert, du coup. Non. Là, c'était très dur à recevoir. Ouais. Mais bon, voilà, c'est une personne sur maintenant plusieurs milliers, forcément. Le poème du jour est toujours adressé ? Depuis 2013. Ah oui, c'est ça, d'accord. Okay. Donc il y a toujours, en plus de la date et du lieu, il y a aussi le nom de la personne à qui je m'adresse qui est imprimé. Oui. Depuis 3 ans, je fais le poème en allemand. J'ai changé de langue d'écriture pour le poème du jour. Alors j'ai fait un peu de bottin allemand, mais ça devient compliqué parce que les bottins imprimés n'existent quasiment plus. Donc il faut trouver en ligne. Alors en ligne, j'ai expérimenté plusieurs techniques. Je lance une ville et un prénom, par exemple. Alors je vais avoir toutes les Anna de Francfort. Ah oui, c'est ça, parce que du coup, avec le numérique, il n'y a plus de liste alphabétique, en fait. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Alors, du coup, je tombe beaucoup sur des professions médicales, alors ça restreint beaucoup, donc je suis pas très satisfait de ça. Et actuellement, c'est plutôt des amis qui me donnent des adresses d'amis, etc. Pas forcément des gens qui sont des lecteurs de poésie. D'ailleurs, je vous sollicite si vous vous pouvez me faire une liste de gens que ça intéresserait. Alors nom, prénom avec l'adresse, c'est ça ? Ouais. Adresse postale. Et finalement, je trouve que c'est pas une mauvaise solution parce que ça diversifie davantage. Et puis le taux de réponse est plus élevé, donc ce qui n'est pas désagréable non plus. Oui. Souvent, les gens disent, mais qui est-ce qui a donné mon adresse ? Puis après, ils comprennent que c'est tel ami. C'est assez drôle. Voilà, le réseau existe aussi comme ça. Et quand on me donne 3 noms, par exemple une famille où il y a 3 prénoms, je fais 3 poèmes avec 3 enveloppes différentes parce que je trouve ça intéressant à ce moment-là de réfléchir à une petite série. Par exemple, là, en ce moment, j'ai une amie qui vit au Canada, dans le Saskatchewan. Vous voyez ce que c'est le Saskatchewan au nord, là-haut, au centre-nord. Elle vit à la campagne, toute seule dans une ferme, une fille assez géniale d'ailleurs, qui a fait beaucoup de choses pour le PPP, en poésie, en sculpture, en traduction. Et elle est voisine d'une communauté uthérite. Les uthérites, c'est un peu comme les amis chez communautés agricoles donc au Canada, qui sont d'origine allemande, autrichienne, qui parlent le Hochdeutsch, le haut allemand. Donc j'ai une seule adresse, mais j'ai 100 prénoms et ils ont tous le même nom. Et vous leur écrivez en plus du coup en allemand et ils peuvent... D'accord. Ah, c'est incroyable. Et donc c'est une boîte postale et j'en suis à une centaine d'envois. Ça c'est assez drôle parce qu'en plus, je me dis voilà, ils sont en communauté, ils ont toutes la même famille, ils vont forcément se lire les poèmes eux-mêmes. Donc je fais une série qui est chaînée. Donc, chaque poème appelle le suivant, etc. En me disant, et voilà, ils auront une espèce de collection propre à leur famille. Ouais. Parce que parfois le poème du jour aussi, il est en correspondance avec le poème de la veille, de l'avant-veille. Vous avez dans cette démarche, le fait de l'adresser aussi, c'est chercher le lien plus direct aussi avec le lecteur quelque part, parce que... Oui, en général avec le prénom, je sais à peu près le sexe, le genre. Avec, parfois je sais l'âge. J'aime bien écrire au bébé, par exemple, quand il y a une naissance, j'écris au bébé. Je sais qu'il ne le lira pas, mais ses parents peuvent le lui lire. Et lui-même peut, dans 3 ans, 4 ans, pourra commencer à le lire. Donc ça, c'est intéressant, parce que non, je fais pas le même poème si j'écris à un bébé que si j'écris à quelqu'un dont je ne sais pas l'âge, mais dont j'imagine qu'il est au moins adulte. Et puis, s'il y a une famille, voilà, je vais pas écrire à la mère la même chose que ce que je vais écrire au père. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça engage le sujet du poème, éventuellement, sa forme aussi.
Ouais. Donc l'adresse a vraiment une influence sur le poème. Ça, c'est bien aussi. Ça aussi, une chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a pour chaque poème, il y a une sorte de lecteur privilégié, unique, un moment de lecture unique, mais qui peut être partagé. Après, si c'est publié dans un livre, vous lisez des poèmes adressés qui ne vous sont pas adressés à vous, mais qui sont quand même partageables. Ouais. Je déteste les apitoiements sur ce qui serait un prétendu recul de la lecture de la poésie, je sais pas quoi. Si on a des convictions et qu'on a envie que ce soit lu, on trouve des solutions. Ça, c'en est une. Je sais que le poème est lu, même si peut-être il n'est pas aimé, mais il est lu. Donc voilà, il y a une sorte aussi de militantisme de la lecture qui est là-dedans. Ouais, sans forcément passer par mon poème doit être lu par 10 000 personnes ou 100 000 personnes en 58 langues, parce que je suis le meilleur poète du moment qui a le prix Nobel de littérature. Ça aussi, c'est des choses qui m'agacent, donc il faut si on est agacé, on peut trouver d'autres moyens de faire. Voilà. De la quotidienneté, voilà, du projet. Je me demande aussi dans quelle mesure finalement la vie et la pratique artistique effleurent encore plus ensemble. Enfin, ça a des conséquences sur la vie, oui. Ça fait forcément. Jacques Roubaud parlait à un moment donné de projet de vie, par rapport à la poésie. Et oui, ça colore la vie. Ma vie est colorée par le poème du jour, c'est évident. Oui. L'aspect déraisonnable du projet, ça fait dépasser l'objectif qu'on peut se mettre dans un projet artistique. Ouais. Et déjà, ça dépasse le projet solitaire, ça c'est évident. Et finalement, ça pourrait paraître exagérément ambitieux, mais on peut aussi considérer que c'est exagérément sans ambition, c'est-à-dire que ça remet aussi le poème à une certaine futilité, ce qui me gêne pas du tout. Il y en a tellement. Oui. Il y en a tellement que c'est pas. Voilà, c'est pas des poèmes géniaux comme le bateau ivre. Peut-être que si. Mais c'est pas moi qui en décide, de toute façon. Voilà. D'une certaine manière, on peut dire que ça ramène l'art au quotidien et oui, il y a quelque chose de beaucoup moins sacré qu'on ne le pense en général. Ouais. Et en plus en dehors du marché, ce qui est pour moi aussi très important. J'achète les timbres moi-même, je suis pas payé pour le faire, sauf exception quand on me demande de le faire. Si une fac ou une université me le demande, ou une bibliothèque, là il y a un petit budget, mais globalement, non. Donc c'est totalement irresponsable du point de vue du marché. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup. Il y a un très beau livre de Georges Bataille, La part maudite, où il y a un long article sur ce qu'il appelle la dépense improductive. C'est pour moi un texte qui m'inspire beaucoup. Voilà, c'est de la dépense improductive, ce qui ne convient évidemment pas au marché, mais... Avec les frais, les douanes qui explosent. Ça va pas arranger le prix du timbre. Oui. Si vous adressez des poèmes aux États-Unis, ça va complexifier la démarche. En ce moment, j'écris au Canada beaucoup, j'en profite pendant que le Canada est indépendant, mais... Il y a beaucoup cette tension pour moi entre, évidemment, l'actualité, est-ce qu'on réagit, est-ce qu'on résiste, est-ce qu'on s'en protège, est-ce que ne pas en parler, c'est résister, s'en protéger, est-ce que c'est être défaitiste? Enfin, voilà, l'actualité fait partie du réel, donc elle peut très bien être là dans le poème, ça arrive. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdit. Mais là, quand je fais en ce moment le rétro-poème des années 92, je relis la presse, parfois je regarde le journal télévisé d'il y a 33 ans. C'est assez étonnant. Hein. C'est un peu chiant, je le fais pas tous les jours. Parce que déjà, le jour même, c'est pas très marrant, mais alors... Mais
c'est assez drôle de voir ce qui se passait, les sujets qui sont à la une de la presse il y a 33 ans, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Ouais. Parce que parfois on peut se sentir débordé par l'actualité. Ou moi, je m'en préserve un peu. Moi, j'écoute rien et je ne lis rien de l'actualité avant midi. Pour moi, c'est un principe. Je suis pas assez fort pour avaler ça avant midi. Alors à midi, c'est bon, on peut commencer. Mais finalement, on s'en porte très bien de faire comme ça. Et ça m'est arrivé d'apprendre des catastrophes par des amis alors que il n'était pas encore midi. Bon, c'est les amis qui m'ont informé. Donc oui, il y a un équilibre à trouver sur la masse d'informations sous laquelle on pourrait se laisser étouffer. Bon, ça, chacun fait comme il veut, comme il peut. Oui, l'important, c'est de conserver la liberté, quoi. Oui. Mais le poème, je crois, pour moi, il aide à ma liberté. Alors, vraiment, honnêtement, parce que qu'est-ce qui va être important du jour c'est pas forcément un grand événement. La forme des nuages de ce matin, c'est aussi important que les élucubrations de l'Altrum. Mais ça ne peut pas être totalement absent de l'année, par exemple. Le poème du jour, il nourrit aussi les projets que vous avez Oui, forcément, parce que... Par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans le métro pour le poème du jour, et puis ça a fait une sorte de bifurcation, où j'ai commencé à faire des poèmes qui n'étaient pas dans le cadre du poème du jour, mais qui en procédaient. Et c'est devenu un autre projet parallèle. Enfin, en fourche plutôt que parallèle, d'ailleurs. Donc oui, ça fait une sorte de terreau formidable. Et avec le roman, ça dialogue ou... Alors, avec le roman, j'ai une autre expérience quotidienne, c'est le roman feuilleton. Alors que je ne fais pas tous les jours systématiquement. J'ai commencé je crois que c'était en 2000 que j'ai commencé ce roman feuilleton. Quand je fais une série, je travaille effectivement tous les jours. Mais ça dure 6 mois, par exemple. Mais au bout de 6 mois, j'arrête. Roman feuilleton, La République de mes couilles, ça s'appelle. J'ai fait 2000 épisodes. Il y a eu 3 volumes chez POL, d'autres petits volumes ailleurs. 4000 signes. Et il faut que je l'envoie chaque jour aussi. Mais là, je l'envoie par mail à une trentaine d'amis. Là, je le fais par mail. Donc c'est un feuilleton adressé à une communauté. Ouais. Moi, quand j'ai commencé comme ça, les éditions POL, que je m'en étais ouvert à Paul Tchaikovsky-Laurence, il m'avait dit, la presse, évidemment, le monde idéal, c'était la presse, mais on n'est plus au 19e, donc c'est pas tellement possible. Mais à ce moment-là, il m'avait dit, on le fait sur le site des éditions. Donc, je l'envoyais sur le site des éditions chaque jour. Et là, il y avait plus que 30 adresses. C'était les gens qui pouvaient s'inscrire s'ils le voulaient, quoi. Et je continue à le faire. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais... Et ça, c'était aussi le rêve d'écriture quotidienne du feuilleton 19e. Il y a eu deux époques. Il y a eu une première époque où en général, les écrivains ont découpé en feuilleton quelque chose de préécrit complètement. Et puis, il y a eu une phase où l'écriture était vraiment très au jour le jour. Alors, Eugène Sue fonctionnait beaucoup comme ça. Donc, c'est un peu plus tardif. La presse s'est vendue par le feuilleton. Enfin, c'est extraordinaire, quand même. Plus que par l'actualité. Mais là aussi, l'écriture quotidienne, alors ça, c'est très différent du poème, parce que quand on écrit 4000 signes, c'est beaucoup plus long que le poème du jour. Il y a une histoire à raconter avec des personnages qui doivent se maintenir, qui doivent se poursuivre. C'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout la même écriture. Par contre, dans le roman feuilleton, je m'autorisais, quand je publiais après, je m'autorisais à réécrire des choses. Parce que parfois, il y avait des grosses erreurs. Parce que j'avais fait aussi c'était quotidien, mais je faisais en public, ça je l'ai fait 3-4 fois. J'écrivais, c'était au cours d'un festival de littérature à Paris, la première fois. Au bassin de la Villette, il m'avait foutu sous une tente avec mon ordinateur. Et c'était le feuilleton, donc j'écrivais, chaque heure je faisais un épisode. Et mon écran était reproduit, il y avait un écran extérieur pour le public qui me voyait en train d'écrire au fur et à mesure. Vous avez fait ça combien de temps c'était Alors la première fois c'était 5 jours,
4 heures le premier jour, 8 heures les 3 autres jours et 4 heures le dernier jour. Et donc chaque heure, je terminais un épisode. Donc ça faisait 24, plus de 30 épisodes en 5 jours. Et ça faisait un ensemble, enfin. Et ça, vous aviez un peu anticipé la trame et le... Un petit peu. J'avais mes personnages, voilà. Et puis le lieu, j'étais à Paris, donc il fallait parler de Paris. Mais enfin, j'en savais pas beaucoup plus. Hein, c'était un peu le saut dans le vide. C'était très beau à faire. Je l'ai fait après à Beyrouth, sur 3 jours, avec une Zena Berached, une bédéiste libanaise, une franco-libanaise. Non, on a fait ça à Beyrouth, c'était magnifique. Et puis après, je l'ai fait à Medellín, en Colombie, avec une traductrice en direct, qui traduisait en direct. Et du coup, là, on est dans la performance, quoi. Là, on est complètement... Vous avez pensé à arrêter un moment ou... Le poème du jour, non. Ouais. Ou bien j'arrêtais au bout d'un mois, ou bien une fois que c'était lancé. Non. Puis je vous dis, pendant longtemps, je tournais dans ma tête, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Et je trouvais pas de solution. Puis là, j'ai trouvé la solution, tout bête. Je me dis aussi, c'est tellement dommage que j'ai pas filmé plus tôt. Vous avez les commencé images, ça fait 7 ans. C'était 1er décembre 2017, 7 ans et demi, quoi. Pas mal. Mais je pourrais... Mais vous avez... Bon, là, ce serait trop compliqué. Mais vous avez pensé à arrêter chaque jour. Parfois, oui, je me dis, la contrainte est trop forte, quoi. J'arrive pas à me dire... à me contraindre, par exemple, juste un plan, par exemple, oui, quelque chose de beau, ou je sais pas, quelque chose qui m'attire, et je vais faire un plan de 30 secondes, et ça suffit, quoi. Quel est le minimum, alors? Comment vous établissez? Il est difficile à apprécier. Là, je pense que ces derniers temps, alors j'utilise pas beaucoup ma voix, parce que pour moi, la voix, il faut que ça passe par l'écrit. Ça veut dire qu'il va falloir que j'écrive quelque chose, que j'enregistre ma voix et que j'intègre ma voix dans le montage. Et donc je le fais de temps en temps quand j'ai le temps, finalement, dans la journée. Donc c'est vrai qu'il y a la contrainte du temps que j'arrive à avoir dans la journée pour faire la vidéo. Maintenant, j'ai tendance à avoir besoin d'écrire quelque chose, quand même, que je vais mettre comme des sous-titres, en fait, qui apparaissent sur la vidéo. D'avoir quelque chose à dire sur ce que j'ai vu, sur ce que je montre, ou d'articuler l'image avec un propos écrit, même si c'est 2 lignes, quoi. Parfois ça peut être un peu expérimental, c'est-à-dire par exemple hier je suis passé sur le pont de Chatou, il y avait la Seine et puis il y avait les reflets du soleil sur la Seine, et donc là j'ai filmé pendant 15 minutes au ralenti à 250 images secondes. On a ces scintillements qui là ça devient presque abstrait, quoi. Donc là par exemple j'ai eu une matière là d'un coup que en très peu de temps finalement j'ai pu avoir quelque chose qui m'intéressait, quoi. Alors 15 minutes de tournage là, et au montage ça finira à combien? Ça fait 2 minutes à peu près. C'est vrai qu'après il y a la question de est-ce que se satisfait de ce qu'on a, parce que ce que vous disiez aussi par rapport à... Il faut que ce soit quand même un poème, même si on va considérer qu'effectivement... Pas quand même, il faut que ce soit. Il faut, voilà. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on s'arrange avec cette contrainte, quoi, qu'on se met par rapport à... Et est-ce que vous imagineriez, par exemple, faire un long métrage en retravaillant des morceaux, en remontant ensemble des morceaux, choses comme ça? Alors parfois, je me dis peut-être plus que cette expérience, il y aurait quelque chose à structurer, peut-être effectivement un film autour de ça. Ce que je fais parfois, parce que du coup j'ai l'occasion d'exposer parfois en galerie, où j'aime bien faire des sélections, en fait. Donc je vais avoir différents écrans, différents dispositifs qui vont aller chercher des thématiques. Soit c'est des thématiques purement formelles, soit c'est des thématiques... alors parfois, comme je voyage parfois, ça peut être thématique pays, par exemple. Le haïku, finalement, résonnait pas mal avec ce que je faisais. Donc parfois, soit j'écrivais des haïkus, ou bien j'utilisais des haïkus que je faisais résonner avec mes images. Et donc du coup, voilà, parfois j'ai des sélections comme ça. Ça, c'est une vraie question, effectivement, le volume de la matière, parce que là, c'est un peu plus de 2600 vidéos, c'est que ce soit pas seulement un flux, vous voyez, un flux quotidien, mais effectivement, porter un regard sur ça. Et il y a la question un peu
pas seulement de l'archivage, mais peut-être de la réactivation des vidéos. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai pensé au début, en fait. L'éditorialisation, on va dire, de ce contenu a posteriori, et que peut-être si j'avais su, j'aurais essayé, par exemple, je sais pas, de mettre des mots-clés attachés aux vidéos, vous voyez, pour qu'après, on puisse explorer cette base de données. Ouais. Pas pensé à ça, mais pour moi, le problème se pose pas, parce que maintenant, la recherche était très simple, par mots. Oui, par texte, ouais. Facile. Ouais. J'aurais fait ça il y a 50 ans, ce serait pas du tout la même chose. Hein. Parfois, je me dis, tiens, est-ce que j'ai pas déjà tourné autour de ça? Je regarde tout de suite. Oui. Et en 3 secondes, j'ai la trace. Donc ça, c'est très très bien. Parce que finalement, oui, c'est écrit systématiquement sur ordinateur. Oui. Oui, puis je garde une archive, de toute façon, de ça, oui. J'imprime aussi, d'ailleurs, parce que comme j'ai donné mes archives à la BNF, à la Bibliothèque de l'Arsenal, chaque année, j'imprime tous les jours, d'ailleurs. J'ai un exemplaire imprimé qui est conservé à la BN. Vous pourriez presque aussi, effectivement, imaginer faire des collections thématiques. Ça, c'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves, mais que ce soit pas moi qui le fasse. C'est-à-dire que, comme il y a des milliers de poèmes, là, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, je ferais volontiers ça ». C'est lui qui avait eu l'idée, d'ailleurs, en disant « Je fais une anthologie personnelle de tes poèmes du jour ». Il y en a 10, 15, 20. Ça m'intéresserait beaucoup. La répétition, c'est pas forcément grave. Il faut qu'il y ait une énergie qui se maintienne, voilà. Elle peut se maintenir dans la répétition, c'est pas un problème pour moi. C'est plutôt quand ça perd de son énergie. Bon, c'est un moment que j'aime beaucoup d'ailleurs. Cette perception d'une déliquescence, et puis voilà, il faut remonter la pente. Le moment où on a l'idée pour remonter la pente, c'est un moment toujours assez fort, qui est bien. Moi, j'ai été très marqué, juste un aparté. Par Opalka et toute cette génération de plasticiens, Roman Opalka, qui faisait des suites de nombres sur des toiles il a fait ça tous les jours pendant 30, 40 ans, je sais pas. Oui. Sophie Calle, enfin des gens comme ça, ça c'est des gens qui m'ont marqué beaucoup dans les années 80. Et puis dans Pérec, évidemment, le personnage qui fait ses marines tous les jours, les puzzles et tout ça, voilà. Jacques Roubaud, Le Grand Incendie de Londres, écriture quotidienne de prose, toutes ces choses-là. C'est un sujet passionnant, hein, Et vous avez des affections particulières pour certains poèmes? En fait, je relis très peu, donc je sais pas. Ouais. Ce qui est aussi beau, c'est l'oubli, totalement. Vous avez cette étape de prendre la relecture de tout. Alors du coup, vous archivez, donc chaque jour vous imprimez le poème et vous avez un système de classification. C'est tout simple, je vais montrer. Ça, c'est le poème du jour qui va partir tout à l'heure. Et là, il est déjà... Et vous avez un petit tampon. Ouais. J'en ai eu plusieurs, il y a des périodes tampons, au moment j'en change. Bon voilà, ça c'est ce que j'ai fait depuis le 1er janvier. Et là je fais des amalgames, on continue comme ça. Oui, donc c'est bien, vous avez déjà la mise en forme, la mise en page qui est préparée. Et puis, donc ça, quand j'ai une année de ça, je l'archive à la BNF. Puis ça, c'est le rétro-poème l'envers poème du rétro-jour. Donc là, j'ai fini 92, puisque j'étais au 1er janvier 92, il y a 2 jours, puis là, il y a encore 2 jours qui sont faits. Donc voilà, là, il y a un peu de rigueur chaque jour, d'imprimer. Le rituel dans le geste aussi. Ouais, c'est un rituel tranquille, sans exagérer son caractère sacré, hein, pas du tout. C'est plutôt comme se brosser les dents, quoi, finalement. Je me suis demandé à un moment s'il y avait la possibilité que ça devienne aussi nécessaire que de se nourrir, manger ou d'aller aux toilettes. Un peu, oui, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Les poètes adorent considérer que la poésie, c'est extrêmement profond et extrêmement utile ou extrêmement... C'est une activité spirituelle, bien sûr, mais il ne faut pas non plus exagérer, quoi.
Moi, j'aime pas quand ça m'arrive quand je suis à l'étranger en voyage. Parfois, j'imprime pas chaque jour, c'est trop compliqué. Donc, je suis obligé d'imprimer 3 ou 4 poèmes. Et j'aime pas ça. Ah oui. Enfin, je le fais, j'ai pas d'autre solution, mais c'est moins bien. Mais j'ai 3 ans de poèmes écrits en allemand. Ça, c'était une manière aussi de réactiver un peu le... Ah oui, complètement, oui. Ouais. Et les romans aussi en allemand, non? Bah, je suis en train d'essayer, c'est plus compliqué. Hein. La poésie, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, c'est pas grave. Mais le roman, la prose, c'est plus difficile. Ah oui, c'est marrant, moi j'aurais pensé que c'était l'inverse. Parce que justement, comme vous dites, le poème, c'est quand même la précision... Ouais, mais... c'est un genre assez court, finalement, le poème. Un poème, c'est court. Et puis, les écarts avec la langue sont toujours très bien admis en poésie, alors qu'en prose, c'est plus compliqué. Et du coup, vous avez un éditeur, comment vous allez faire? Ah non, j'ai pas du tout d'éditeur en Allemagne. De toute façon, en plus, je sais pas l'allemand, donc je l'apprends. Ah oui, vous savez pas, d'accord. Enfin, je sais un peu, mais pas... Je suis pas du tout bilingue complètement. Non, mon idée, c'est d'apprendre. Je veux démontrer aussi, mais parfois je veux démontrer des choses tout à fait idiotes, qu'on peut apprendre une langue uniquement par la poésie. En lisant, en copiant, en apprenant par cœur, en composant, en traduisant. Moi, je déteste faire des exercices de grammaire. Je suis obligé d'en faire parfois, mais je déteste ça, alors que copier des poèmes, écrire des poèmes, ouais, ça c'est intéressant. C'est possible de lire le poème du jour? Oui, bien sûr. Alors, le poème du jour... Il est sous enveloppe. Je ne vais pas rouvrir l'enveloppe, mais je vais trouver sa trace dans cet ordinateur. Donc ça tombe bien, parce qu'en allemand, c'est le projet poétique planétaire, en PPP, on a Das Planetäre Poetische Projekt, donc c'est PPP également. Donc aujourd'hui, c'était le 3 avril 2025, et le Gedicht est gewidmet an Peadar Og Clark. Peadar Og Clark, c'est une amie qui m'a donné quelques adresses, et donc je pense que c'est un ami d'elle qui habite en Irlande. Donc il a reçu, mais apparemment il lit un peu l'allemand, donc il va recevoir ce Landschaftliches Monostic, c'est-à-dire ce monostic paysager. Le monostic paysager, c'est un poème d'une seule ligne, un seul vers, mais un peu long, que j'ai fait ce matin en me réveillant et en regardant le ciel qui était très très beau. Donc ça dit ceci: Die Wolken von heute sind nur provisorische Flecken auf dem Himmelskörper. Nichts Ernstes. Nichts Ernstes. Parler allemand un peu? Non, pas du tout. Bon, ça veut dire en gros que les nuages d'aujourd'hui ne sont que des taches provisoires sur le corps du ciel. Rien de plus grave que ça. Voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de tout petits nuages qui étaient très éparpillés comme ça. Et donc en dessous, j'explique que mon projet, c'est que chaque être humain doit recevoir son poème, que c'est déraisonnable, mais que c'est pas grave. C'est pas parce que c'est déraisonnable qu'il faut pas commencer. Voilà. Et puis je suis pas tout seul, maintenant il y a un groupe qui s'en occupe. Voilà. Donc le poème va partir, il va arriver dans 3-4 jours, j'espère. Si les postes irlandaises sont à la hauteur, mais je pense. Et les postes françaises. 4 jours après l'enregistrement, je reçois une lettre de Jacques. Elle porte le tampon du PPP, Projet Poétique Planétaire, en allemand. Je vous épargne ma tentative de prononciation. À l'intérieur, un poème du jour m'est adressé, un monostige de paysage. Les nuages d'aujourd'hui sont bien nourris, frappés par le soleil, ils vivront ensemble.
Le lendemain, j'ai moi-même adressé à Jacques la vidéo du jour. Quelques images glanées autour du quartier des Halles et quelques remarques sur le ciel et la lumière. C'est là que j'ai compris peut-être pour la première fois la vraie valeur de l'adresse dans la démarche de Jacques. Il y a un autre aspect qui m'a particulièrement marqué dans son approche. C'est la liberté avec laquelle il évolue à l'intérieur de son projet. Une souplesse dans la rigueur. Et ça me ramène à une question qu'il m'a posée pendant l'entretien. À partir de quand est-ce que j'estimais que la production du jour était-elle suffisante ? Autrement dit, où est-ce que je place le curseur qui me permette de dire « Aujourd'hui c'est fait, la vidéo du jour est là ». Je m'étais jamais vraiment posé la question aussi directement. Je composais avec chaque jour, sans y mettre de mots. C'était là en toile de fond, parfois évident, parfois difficile à trancher. Mais depuis cet échange, quelque chose a changé. Je crois que j'arrive plus facilement à clôturer, à dire « c'est assez pour aujourd'hui ». Pas dans le sens d'un renoncement, mais dans celui d'un accord. Un geste juste pour ce jour-là. Et ça suffit. C'était le premier épisode de l'expérience quotidienne, une rencontre avec Jacques Jouet. Les musiques et le mixage ont été réalisés par Sylvain Leget. L'expérience quotidienne, un podcast de Patrick Muller. Retrouvez toutes les informations en description. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez vous abonner à mon Patreon, le lien est en description. À bientôt pour un prochain épisode.